Ok, on va commencer. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à notre programme d'événements que nous appelons Lockdown Lectures, conférence de confinement. Et voici notre troisième Zoom en français. Pour ceux qui ne connaissent pas mon organisation Harif, nous sommes 6 bénévoles vivant en Angleterre. Notre objectif est l'éducation sur divers aspects de l'histoire et de la culture des Juifs de la MENA. Cette séance sera mise en direct sur la page Facebook de Harif et téléchargée sur le site de Harif. Je vous invite à vous inscrire à www.harif.org pour vous tenir au courant de nos activités. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat au bas de votre écran. Ne levez pas la main. Ce soir, nous sommes ravis de pouvoir accueillir notre invité, Naji Zeidan, pour nous parler des Juifs du Liban. Parmi les communautés, les Juifs du Liban font partie des plus petites, mais aussi des plus méconnues et anciennes. Naji Zeidan a passé 25 ans à faire des recherches dans cette communauté et depuis 2015, il participe à la rénovation du cimetière juif de Sidon, mené à l'initiative d'un membre de la communauté émigré aux États-Unis. Et Naji surveille d'autres cimetières juifs aussi. Il vient de publier un livre, Juifs du Liban, qui documente la généalogie de chaque famille qui a vécu au Liban. Naji Zeidan est né dans les années 50 au Liban, dans une famille chrétienne orthodoxe. Son père appartenait au Parti populaire syrien, PPS, un parti antisémite dont le discours était centré sur l'ennemi juif. Naji passait ses vacances à entendre parler des Juifs comme des comploteurs, des usuriers et des profiteurs, dont le seul objectif était de dominer le monde et de déposséder les non-juifs de leurs biens. Adolescent, il a acquis des convictions laïques inspirées du communisme et commence à faire des recherches sur les Juifs, écrivant son premier article en 1995. Il a commencé à changer ses avis sur les Juifs. Je suis devenu un autre homme, raconte-t-il. Tous mes amis juifs me respectent et je les respecte. Il espère que son livre sur l'histoire des Juifs du Liban laissera des traces et démontrera qu'il existe des ponts entre les hommes, entre les communautés et qu'un dialogue est possible. Bienvenue Naji Zeidan et merci d'avoir accepté notre invitation de nous rejoindre ce soir. C'est moi que je vous remercie infiniment et puis ça m'a touché au profond votre gentillesse d'avoir me dit tout cela de moi. C'est vraiment un grand plaisir. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions. Avec plaisir. Bon, comment êtes-vous entré en contact avec la communauté juive libanaise? Est-ce vrai que la plupart ont quitté pendant la guerre civile, comme disent d'autres historiens? Bon, je veux commencer avec la deuxième question, c'est plus facile. Non, la grande partie avait déjà quitté le Liban avant la guerre civile en 1975. La majorité des Juifs, ils ont quitté vers
vers le Brésil, vers le Canada, vers la France, vers les États-Unis, un peu en Israël, d'accord. Il y avait des gens qui sont partis en Israël, oui. Mais après Israël, ils sont partis en États-Unis, au Brésil, d'accord. Mais il y a quand même de la communauté juive en Israël, de la communauté juive libanaise. Il faut séparer les choses. Les Syriens, c'est les Syriens, et les Juifs libanais, c'est les Juifs libanais. Bon, on va venir après les origines des Oui, Juifs libanais bien après. sûr, bien sûr. Mais d'abord, Comment je suis entré en contact oui, comment je suis entré en contact avec la communauté juive du Liban. En mars 2008, et je précise cette date, j'ai fait une connaissance avec mon cher ami Alain Farhi, et j'étais fier de lui, qui a un site Farhi ORG. C'est lui qui m'a présenté mon premier ami juif libanais, Cécile Dana. Il m'a ensuite présenté un autre ami, Isaac Salmassi, et l'écrivaine Feu Mathilde Tager. Ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont permis d'entendre mon cercle d'amis à travers le réseau social de Facebook. Grâce à eux que j'ai fait des connaissances avec des juifs libanais, et puis ça a augmenté, c'est comme devenu une boule de neige, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et puis on était durant de 2008 jusqu'à maintenant, je suis fier que j'en ai dans ma page de Facebook plus que 6000 juifs libanais dans ma page de Facebook. ah, c'est incroyable ça. Voilà. Parce que Non, au oui, début, avant que je vous explique, au début, quand j'ai commencé à lui poser les questions, c'est très, il faut bien connaître ça. Quand j'ai posé des questions aux Juifs libanais sur leur grand-père, il me dit, qu'est-ce que vous cherchez de nous, Naji? Pourquoi tu cherches des informations sur mon grand-père? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas juif. Qu'est-ce que tu es derrière? J'ai trouvé une difficulté grâce à Alain Farhi, mon ami Alain Farhi, qui m'a aidé. Il m'a dit calme-toi, d'accord. Alors de l'autre côté, le côté chrétien, le côté musulman du Liban, il me dit Naji, pourquoi tu fais des recherches sur cette communauté? Je m'excuse de dire ça. Tu n'as pas vu les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait en Palestine? Ils ont mélangé la politique avec mon but, c'était l'histoire et uniquement l'histoire. Et je n'ai jamais été rentré dans l'objet politique. non, non. Avec 25 ans de travail, c'était un 25 ans de travail historique, pur historique. Oui, et donc tu racontes vous racontez dans votre livre que vous avez été détenu par les autorités libanaises, n'est-ce pas? Et pourquoi voulait-il vous convoquer? Oui, parce qu'à force que j'ai publié plein de choses dans ma page Facebook, ça a attiré l'attention des gens qui sont antisémites. Vous voyez? Alors, la Sûreté nationale, elle a vu ce que je publie. Elle n'a pas pensé au début, c'est des recherches historiques. Elle m'a demandé de venir chez elle. Elle m'a interrogé pendant 5 heures, 6 heures. C'était avec leurs questions. Il veut savoir si j'ai des relations avec le Mossad israélien. Tout cela, c'est clair et net. Ouais. Tout cela, c'était une question de politique. Si j'ai eu ouais. Après qu'ils ont trouvé que non, c'était une question d'histoire, ils m'ont laissé tranquille. Ouais. D'accord. Mais tout ça rentre dans les questions. Si j'en ai une relation, bon, pourquoi ça t'intéresse cette communauté? Pourquoi ça t'intéresse pas une autre communauté? Par exemple, les Grecs orthodoxes, d'accord? Et puis, bon, c'est pour cela que j'ai expliqué à eux que depuis 20 ans, 22 ans, je suis en train de faire des recherches, et je suis prêt à faire le livre. Alors, dans ce cas-là, ils m'ont laissé tranquille. Voilà. Oui, oui, oui. Et ici, sur l'image, on voit bien des exemplaires de votre livre, nouveau livre, Juifs du Liban. Et puis le cèdre du Liban, bien sûr, le symbole du pays. Et puis, à droite, c'est vous à l'âge de 13 ans, n'est-ce pas? Voilà. Déjà, là, quand j'étais antisémite.
Voilà, dans l'âge quand j'étais antisémite. Antisémite. J'avais un programme quand j'ai appris que j'étais avec le parti de mon père. Chaque été, je monte pour participer à la montagne. Et puis, j'étais antisémite. Et puis, pire que ça, je me bats avec chaque personne qui me dit je suis antisioniste. Je lui dis non, il faut être antisémite et non pas antisémite à l'époque. Bon, À l'époque. à Alors, l'époque. Bon, quel- après, je me suis changé. Si vous remarquez, mon livre, le titre, c'est très important. Le livre, il est Juif du Liban, d'Abraham à nos jours. Ça, c'est très important. Pourquoi je fais montrer le mot, c'est d'Abraham à nos jours. Quel Oui. rapport d'Abraham à nos jours? Parce que dans l'Ancien Testament, on remarque bien qu'Abraham, il a sauvé son neveu Lot, Dan, dans la région de Dan. Et Dan, à l'époque, elle était pour le Liban. Bon, maintenant, elle est pour Israël. Bon, c'est une autre chose. C'est pour cela on a le plus ancien communauté de cette région, c'est la communauté. On est plus ancien que la communauté irakienne. D'accord. Et puis, c'est pour cela, nous, la communauté. Et en plus, à Sidon, on a la tombe de Zébulon. C'est un des fils de Jacob. Ça prouve qu'on est très ancien, très Alors, vieux. vous dites que c'est plus de 2600 ans qui Ah est. oui, oui, on est plus vieux que les Irakiens, que le Babylone ou tout ça. Hein. C'est ce que Oui, j'ai prouvé avec dans mon livre. Hein. oui, oui, oui. Voilà. Très bien. Alors, et vous dites que seulement existent 29 juifs au Liban et ils existent dans un état de peur si extrême que l'une avait demandé d'être enterrée discrètement dans le cimetière juif de Beyrouth. Comment D'accord. avez-vous trouvé ces juifs s'ils ne veulent pas se révéler? Non, c'est pas difficile parce que moi, je suis bien connu parmi la communauté juive du Liban que je fais des recherches. Je suis en train de. Ils me suivent toujours sur la page de ma page de Facebook. Ils me connaissent bien, très bien que je suis responsable du cimetière juif de Sidon, la révélation de cela. D'accord. Ils ont confiance en moi et moi, j'ai confiance en eux. D'accord. Les 29, je le connais, je dis pour 29, ils ne sont pas ni 30 ni 28. Ils sont exactement. Avant un mois, il y avait quelqu'un qui est décédé, d'accord, et ils sont devenus 28, d'accord. Et malheureusement, elle n'était pas enterrée, la dame qu'elle était décédée, elle n'était pas enterrée chez les Juifs, elle était enterrée chez les chrétiens. Bon, ça, c'est une autre chose. Bon, d'accord. Alors, pourquoi ils ont peur? En 1984, il y avait 13 Juifs, ils étaient kidnappés et tués, mais jamais leurs corps n'ont été retrouvés. Il y avait 13 Juifs libanais qui étaient kidnappés. Alors, c'était la raison pour le meurtre, c'était uniquement parce qu'ils sont juifs. Alors, imaginez-vous quelqu'un, il est tranquille, il est très bien parmi les voisins, et d'un coup, son cousin, il est kidnappé, il est tué. D'accord. C'est pour cela qu'ils ont commencé à avoir peur. C'est pour ça il y avait 13, on a 13 personnes, j'en ai la liste de ces noms, d'accord, et puis on ne sait pas leur corps où se trouve, mais qui les a tués, ça c'est une autre histoire, d'accord. Bon, mais c'est en 80. Et à partir de cela, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont changé leur nom. Ils ont changé leur religion en disant non, je ne suis plus juif, je suis chrétienne. Bon, elle est restée juive, mais elle prétend devant ses voisines et de tout cela. Et jusqu'à maintenant, il vit dans le peur. Et Voilà. est-ce que ce sont plutôt des femmes ou il y a des hommes aussi? Non, c'est-à-dire, ça c'est une bonne question. C'est plutôt, on peut plus trouver des juifs qui sont mariés avec des juifs. C'est des juifs qui sont mariés avec des chrétiens. C'est des juifs avec des chrétiens ou des musulmans. Des musulmans, c'est le mixte. Mais on n'a plus des juifs qui sont mariés avec des juifs. Une famille juive, pure juive et des petits-enfants. Le plus petit maintenant, il a 60 ans. Oh là là. Voilà. Bon, alors, et puis ma dernière question sur la communauté actuelle, c'est en quoi est composé le Conseil communautaire juif du Liban s'il n'existe plus vraiment de communauté?
Bon, il y a uniquement 2 personnes qui sont en charge de cette communauté. Actuellement, il y a le président, M. Isaac Arazi, d'accord, et son vice-président qui gère les biens de la communauté, les synagogues, les cimetières, tout cela. Bon, d'accord, c'est le vice-président que le Dieu qui le protège, M. Samo Behar, d'accord. C'est les deux, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Alors, ces deux-là, ils habitent Beyrouth Ils habitent Beyrouth, ils habitent toujours Beyrouth. Oui, toujours Beyrouth. Voilà. Ouais. Normalement, il faut avoir 12. Mm. Le règle officielle, et avant, il faut avoir 12. D'accord? Et c'était 12 personnes pour. Maintenant, il n'y a plus de personnes pour être responsable de ça. Ils sont 2. D'accord. C'est tout. Voilà. Bon, et votre livre contient la généalogie des familles principales de la communauté. Comment avez-vous trouvé les archives? Est-ce qu'il y a des registres civils? Comment est-ce Voilà, je donne un petit secret de mon travail. Pendant 25 ans, j'ai resté très passionnément avec les preuves officielles. Et j'ai fait beaucoup d'attention, comme on a fait attention, moi et vous, sur un grand écrivain. Malheureusement, on ne va pas citer son nom. Elle s'est tombée dans un grave problème qu'elle a dit sur le massacre de Tripoli. D'accord? Ça, c'est une autre chose. Alors, 25 ans, j'ai rentré dans les archives de l'État civil libanais. J'avais entre mes mains le recensement de Sir Montefiore de 1839, les noms de Sir Montefiore 1839, 1857 et puis 1870. J'avais les noms des défunts du cimetière juif du Liban. J'avais entre mes mains toutes les choses là, d'accord. En plus, il était très important. J'ai fait des recherches, le Centre culturel palestinien, je suis rentré. Il y avait des documents en hébreu qui m'ont traduit devant moi. Mais pendant 25 ans, je n'ai pas arrêté de faire des recherches et des recherches et des recherches. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quelqu'un le lieu de sa naissance. Alors, le lieu de sa naissance, par exemple, je vous dis, par exemple, ça ne m'intéresse pas à vous, par exemple, Julie, que vous êtes née à Londres. Ça ne m'intéresse pas à votre père. Ça m'intéresse le grand-père de votre grand-père, qui est né en 1830. En 1830, où il est né. Il va me dire, il est libanais, d'accord, mais son arrière-grand-père, il est né à Bagdad. Alors, je peux savoir que cette famille, elle est installée à Beyrouth, d'accord, elle est devenue beyroutienne, d'accord, mais elle est d'origine de Bagdad. Celle-là, elle est d'origine du Damas. Celle-là, avec ce système-là, que je suis rentré dans j'ai trouvé plein de familles jaskénages et j'ai sauvé des familles jaskénages. Voilà. C'est fascinant tout ça. Voilà. Alors, on va passer au deuxième image. Lawrence? Okay. Oups. OK. Voici la carte du Liban. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, que je vous dis une chose, le bas, vous permettez que j'explique quelque chose? Oui, bien sûr. D'accord. Tous les points noirs, c'est là où ils ont habité les Juifs. Historiquement, ils ont habité. La première présence à l'époque d'Abraham, que je dis Abraham, d'accord, c'est où on voit maintenant aller avec Israël, ça s'appelle la ville de Dan, le kibbutz Dan. Un peu plus haut, c'est un peu plus haut, c'est la zone des hameaux de Sheba, d'accord, d'accord. C'est là où Abraham il a fait son miracle quand il a essayé de faire le magique avec son oiseau. Il est bien écrit ça dans l'Ancien Testament. D'accord. Alors, les points noirs, c'est Tyr. Ils habitaient à Tyr, c'est à Hasbaya, c'est à Sidon, c'est à Del Kamar, c'est à Alay, c'est à Zahle, c'est à Baalbek, d'accord, c'est à Tripoli aussi. Voilà, et à Beyrouth. Bon. Oui, et là où se trouvaient, même s'ils étaient 5 personnes ou 6 personnes, je les ai marqués en point noir. On passe au prochain.
Oui, on passe au prochain, s'il vous plaît. Oui. Voilà, ça c'est la synagogue d'Alei. La synagogue d'Alei, elle est parce qu'en 1860, il y avait la guerre civile entre les Druzes et les Maronites dans le Chouf, dans la région de le petit Liban, parce qu'ils appelaient la montagne du Liban. Et puis tous les Juifs dans la région de Chouf, qui étaient à Del Kamar, qui étaient à Baklin, tout ça, ils ont quitté Chouf. Une partie allait installer à Damas, une autre partie allait installer à Beyrouth, et une partie qui n'est pas mal, elle est installée à Aley. Alors, elle a formé la première présence à Aley, c'était en 1859, avant les événements de Hénan. D'accord. C'est ce que j'ai remarqué avec l'état civil, quelqu'un qui est né, un juif qui est né en 1859. D'accord. Il est né là-bas. Alors, ils ont formé un quartier juif. Là, ils sont devenus nombreux. Elle est devenue une station d'été parce qu'elle est 600 mètres latitude de la mer, d'accord? Et elle est devenue une station d'été. Alors, tous les Juifs de Beyrouth, pendant l'été, ils passent leurs étés dans cette ville. Alors, le bienfaiteur Ezra Anzarout, fils de Jacob, il a construit en 1895 la synagogue, et puis il a nommé Ohel Jacob. Ohel, c'est un mot hébreu qui dit la tente de Jacob. Jacob, c'est à la mémoire de son père Jacob. Oui, et on a la plaque ici. Voilà. Ensuite. Oui, voilà une autre vue de la synagogue, vue d'au-dessus. Yeah, next one. Et voilà, voilà ça, c'est la plaque. Ouais, ça, c'est la première plaque que Ezra Anzarout il a mis. Oui, et on l'appelait Ezra el-Kebir parce que. Oui, Ezra el-Kebir parce qu'il était vraiment, il était kbir, était un bienfaiteur, vraiment un bienfaiteur. Ouais. Dans le mot arabe, el-Kebir, c'est-à-dire un bienfaiteur. Le grand, oui. Le grand. Oui, et il mérite, vraiment, il méritait. Oui. Cela. Il donnait à manger aux habitants de la ville. Ah oui, à tout le monde, hein, à tout le monde, et non pas à la communauté juive. Il était très gentil avec les Juifs, mais il était très, très gentil avec les Druzes. Que je parle la vérité, que je parle ma conscience, il était très gentil avec même les chrétiens. Non, il était bienfaiteur avec tout le monde, d'accord. Il avait les portes ouvertes de sa maison, n'est-ce pas? À peu près, oui, on peut dire ça. Oui, lui, il avait toutes les portes ouvertes. Il peut recevoir. Si quelqu'un lui demande un service, il le rend. Ça, c'est dans l'histoire. J'ai bien vu ça. Ouais. Très intéressant. Prochain. Ouais. Alors, la synagogue de Bamdoum, quelle est son histoire? Oui. Là, alors, la synagogue de Bamdoum, elle est née en 1945. Ils ont acheté, j'ai vu le papier d'achat, j'ai vérifié le papier d'achat. C'était en novembre 1945, ils ont acheté la terre d'une personne qui s'appelle de la famille Moujares. Bon, j'ai marqué tout cela dans mon livre, d'accord? Et puis, comme Hamdoun, elle est une site d'été aussi, elle est un peu plus loin de 10 km, d'accord? Ils ont refusé de l'appeler de lui donner un nom pour cette synagogue. C'est pour cela qu'ils ont donné la grande synagogue, le Knis el-Kabir, en arabe, el-Knis el-Kabir, la grande synagogue, c'est tout. Parce que Aley, elle est devenue, par rapport à Aley, elle est devenue, c'est une petite synagogue. Et là, c'était la nouvelle synagogue, la grande synagogue. Elle n'a pas pris un nom. C'est pas comme Magen Abraham ou Ohel Jacob, vous voyez. Elle a pris uniquement, ils ont laissé tout ça ouvert. Voilà. Oui. Et donc, next one. Et voilà la synagogue aujourd'hui. Ça, je l'ai mis dans mon livre. C'est la même en 1970, la même chose. Elle était en 1970, elle était comme ça. Oui, ça donne fait mal au cœur, vous voyez. Oui, mal au cœur, oui.
Voilà. Oui, alors, vous avez parlé d'un massacre d'une famille, la famille Matalon, en 1923 à Bamboun. C'était le 10 mai 1923. Est-ce que vous C'était en une erreur. savez plus? Oui. C'était une erreur. C'était une erreur. C'était deux personnes. Ils ont entendu qu'il y a une nouvelle famille qui s'était druze. Ils ont entendu qu'il y a une nouvelle famille. Ils ont pensé qu'ils étaient chrétiennes. Et comme il y avait un problème à l'époque entre les chrétiens et les druzes, d'accord, ils ont tapé à la porte. Il y avait la servante qu'elle était chrétienne. Elle n'a pas compris que, ouais. Alors, ils l'ont posé, est-ce que vous êtes chrétienne? Ils ont dit oui, on est fiers. Bon, ben, elle parle d'elle-même. Mais eux, ils ont pensé que toute la famille, elle est chrétienne. Ils sont rentrés, ils ont tué tout le monde en pensant qu'ils ont tué tous les chrétiens. D'accord. Après, quand ils ont remarqué que c'était des juifs, bon, c'était trop tard. C'est trop D'accord. tard. Donc, c'est les Druzes qui ont Bon, ils ont fait ça. Bon, je peux dire, moi, je suis chrétien, je peux le dire ça, ils ont fait ça par erreur. Ouais. D'accord, ils ont fait ça. Mais ils ont eu leur punition. Ils étaient pendus à la place publique en 1923, à la place publique à Beyrouth. Et puis, ça y est, ils ont pris leur punition. Voilà. Oui, oui. Oh là là, une tragédie. Ça, c'est une tragédie. Et puis, j'ai vu la tombe de ces meurtres à Beyrouth. Je le connais parce que je connais tous les tombes tous les tombes de Beyrouth. D'accord. J'ai vu les petits-enfants, leurs petits-enfants de Matalon et sa femme. Ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Oui, bien sûr. Mais au moins, il y a eu des descendants de cette famille. Ah oui, il y a encore des descendants. Il y a une fille, il y avait 3 filles qui s'étaient sauvées. Une fille, elle était mariée avec Dr. Shams et ses filles, ils sont des meilleurs amis à moi, d'accord. Ils m'ont demandé enfin mon livre en États-Unis, d'accord. Et ils sont très amis avec moi. Ouais. Bon, on va passer à la prochaine. Ouais. Voilà, le cimetière de Sidon. Voilà. Et c'est vous qui a travaillé à restaurer cette cimetière. Il n'y a que moi. Oui. Ouais, c'est moi. C'est vous. Ça me touche au profond. Vraiment, ça me touche au profond quand je vois le cimetière juif de Sidon. Elle est une partie de mon cœur. Ouais. Tous les tombes qui sont là-bas, ils sont une partie de mon cœur. Ouais. D'accord. Je vous dis l'histoire de ce cimetière. Oui, après que l'armée israélienne il a quitté le Sidon le 16 février 1985, il y avait des gens fanatiques. J'ai appris après combien ils étaient. Je vous explique après. Ils étaient 57 hommes avec des mitraillettes. Je ne sais pas, je vous ai envoyé une photo avec la photo de... Si vous pouvez... Voilà. Là, je suis devant. Ils ont tiré devant toutes les tombes. Voilà, c'est les traces. Encore, elles existent les traces. Ils ont commencé à casser. Ils avaient des marteaux. Ils ont commencé à casser les stèles. D'accord. Et casser les stèles. Et puis, je vous prie de laisser cette photo. Et puis, ils ont jeté les stèles sur le sable. Au début, en 2015, je n'ai pas pensé à ça. Parce que j'ai pensé qu'ils ont pris les stèles. Et puis, les stèles, ils sont devenus à force parce qu'elles étaient sur la côte. Le sable, il a fait une couche un petit peu. Il a fait cacher les stèles, casser. D'accord. Alors, ce que moi, j'ai pensé que les stèles, ils l'ont pris avec eux. En 2018, la seule chose que j'ai compté les tombes, ils étaient 313 tombes. Je me suis dit, mais comment une vieille communauté juive de Sidon, il compose uniquement 313. Où sont-ils enterrés les anciens? Vous voyez qu'est-ce que je dis? À l'époque de 1845, à l'époque de... Alors, parmi les 313, il y avait uniquement 47 tombes que j'arrive à lire. Les autres, ils étaient cassés. C'était impossible de lire les stèles. En 2018, on a fait une nouvelle rénovation, on a commencé à enlever les sables et d'un coup, je vois des stèles, des morceaux de stèles et je le compare comme un basel. Vous voyez, comme un basel. J'ai sauvé environ
il y avait les 47, il y avait 217. J'ai sauvé 217. Il me reste 57 environ. J'ai encore du travail pour 57 pour rénover les autres tomes. Et après, j'ai découvert à la fin, c'est où il y a les arbres là. Vous voyez les arbres, c'est la zone corénite, d'accord, c'est la zone coréenne. C'est là où j'ai trouvé des anciens tomes qui reviennent en 1845, en 1850, d'accord. Et j'étais très content que j'ai découvert 25 tombes. Et j'avais plein de travail encore. Il fallait continuer le travail pour que je découvre parce que où mes pieds ils sont là, où je suis là, j'en suis sûr qu'il y a des anciens tombes au-dessus de mes pieds. Vous voyez? Mais il faut faire toujours des recherches. Voilà. Oui. Et est-ce qu'on peut aller en arrière et voir les sacs de sable? Can you just go to the previous one? Ouais, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui. Ça, c'était les squelettes. Malheureusement, il y avait des voleurs de sable du cimetière qui viennent avec leur camion qui prend le soir le sable. Et puis, ils ont fait détruire 2 tombes. Et je connais bien le nom de ces 2 tombes, mais je peux pas, j'ai pas osé de le dire. Bon, je veux le dire, c'est Raoul Mizrahi. D'accord. C'est le frère du président de la communauté juive. J'ai bien pris sa squelette, j'ai bien pris sa tête, et puis on l'a enterré d'une manière respectueusement. Oui. Donc, il y a d'autres, c'est pour une famille négri. Oui. Et le crâne qu'on voit là, à côté des sacs de sable, est-ce que c'est celui de Raoul Mizrahi? Voilà, c'est Raoul Mizrahi. C'est la première fois que je le dis. C'est Raoul Mizrahi qui était kidnappé et tué et jeté son corps sur la route en 1984. D'accord? Il était enterré en 1984. D'accord? Oui. Et puis, j'ai une très bonne relation avec ses enfants. Par contre, celle qui est en couleur rouge sur le sable, non, ça, c'est une vieille tombe. Ça, c'est à cause du vol de sable. Ouais. Celle sur le sable un petit peu rouge, c'est une autre chose. Mais celle qui est tout seule, c'est pour Raoul Mizrahi. Oh là là. Voilà. Can you skip one and go to the next one? Alors, là, voilà, vous voyez le balai. Là, j'ai découvert, vous voyez, il faut enlever une couche de 5 cm pour découvrir les vieilles tombes. Ça, c'est une vieille tombe de 1890. Et j'ai réussi à prendre des photos. Et puis, des amis à moi, ils m'ont dit que le défunt qui appartient à qui. Donc ça c'est l'ancien cimetière qui se trouve. Non, ça c'est l'ancien tombe, les anciens. Oui. Et donc vous avez dû nettoyer et identifier. J'ai réussi à découvrir 28 tombes comme celle-là. Oui. Au-dessus de la terre. Vous voyez, au-dessus de la terre, Lynn. Oui. D'accord. Mais comment est-ce que vous avez pu faire sans connaître l'hébreu, sans pouvoir lire l'hébreu, les inscriptions? Bon, c'était un petit peu difficile. C'était comme un puzzle. Tu vois, c'est un dessin. Moi, l'hébreu, d'accord, je ne comprends pas l'hébreu, mais je vois le dessin. Chaque chose, je la compare avec l'autre. Et puis, elle devient comme une image. Je prends la photo, je l'envoie à mes amis qui sont au Brésil. Et puis, il me dit qui est-il le défunt. Oui. Ouais. Alors, c'est à qui Ah, voilà, ça, c'est que j'ai découvert. Oui. Ça, c'est autre que le 313. Ça, c'est devenu 315. 1, 2. Vous voyez qu'est-ce que je dis? Ce que je n'ai pas en 2015, je n'ai rien découvert. En 2018, j'ai découvert 25. Et puis après, ils m'ont dit, on s'arrête. On s'arrête.
et puis on s'arrête le travail. D'accord. Ça que j'ai découvert. Bon, je ne sais pas le lire, mais il y a des gens qui m'ont. Et puis, chaque tombe, je le donnais un numéro. J'en ai un grand, d'accord. Avec ce numéro, ce nouveau numéro, j'ai appris comment il s'appelle. C'était, je ne sais pas, mais il est dans mon fichier, d'accord. Je sais bien à qui elle appartient dans mon fichier. Mais que je vous dis, je ne sais pas lire le livre, non, mais j'ai demandé à mes amis qu'ils ont réussi à me déchiffrer la date de leur décès et leur nom. Oui. J'ai découvert 28 tombes comme celle-là. Ouais. Et plus anciens que celle-là. J'en ai des photos plus anciens que celle-là. C'est remarquable qu'on puisse encore lire les inscriptions après Toi, tout tu ça. peux réussir à lire, mais moi, je ne comprends pas. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Alors, Paul Fenton dit que cette tombe est de 1900. Donc, c'est un peu plus nouveau. Voilà, voilà. Mais j'ai trouvé des tombes en 1845. J'en ai les photos. Oui, oui. C'est incroyable. Hein? OK, next. Et voilà la synagogue de Sidon. Voilà, la synagogue de Sidon. L'histoire de la synagogue de Sidon, la plus ancienne information sur la synagogue de Sidon, on a en 1625 qu'elle existait. Mais on n'a pas des informations plus anciennes pour ça. Elle est plus ancienne que cela. Si vous voyez là, la télé, et plus haut la télé, c'était les 12 tribus. Ah. Les 12 tribus, malheureusement, ils ont venu et puis ils étaient marqués en hébreu, d'accord? Et puis ils ont défié ils ont mis des couleurs, ils ont défié tous les noms, d'accord? Ce qui m'a fait mal au cœur, il y a une famille palestinienne, réfugiée palestinienne d'origine de Damas, d'accord? Elle a envahi cette maison depuis 2005, d'accord? Et puis là, elle habite là-bas. Ils sont devenus des amis à moi. Et puis, il y a un projet on fait tout notre possible pour qu'ils sortent, mais ils voulaient de l'argent pour sortir de cette synagogue. Et je ne peux pas dire plus que ça parce qu'il y a un discours entre moi et eux. Par l'intermédiaire, c'est le président de la communauté juive qui m'a demandé cette permission de discuter avec eux. D'accord? Ils voulaient le haut, on parle avec eux avec un petit peu le bas, et puis on va arriver dans un jour avec une somme, ils vont sortir, et j'espère qu'on va rénover le cimetière, la synagogue de Sidon comme avant. Oui. Alors, c'est maintenant leur salon ou bien leur chambre de bébé? C'est leur maison. Ça me fait mal au cœur. C'est leur maison. C'était la chapelle. C'était la chapelle. Et cette chapelle, elle est en direction de Jérusalem. Oui. Ouais. Ah là là. Prochain? Voilà, ça me plaît beaucoup, cette photo. Ça, les 215 tombes que j'ai réussi à découvrir les noms, c'était comme celle-là. Vous voyez? Ouais. Alors, regardez là, qui est à droite, derrière eux, il y a les noms, c'est sa femme. C'est la tombe de sa femme. D'accord, je les ai posés. J'ai mesuré de 1 avec mon crayon, que vous voyez le crayon, j'ai mesuré, elle était où? Parce qu'elle était vide. Quand je l'ai pris, elle était vide. D'accord? Et j'ai vu plein de stèles. Regardez les couleurs des stèles. La blanche est plus foncée. Chaque stèle, elle était d'une côté différente. Oh là là. Celle-là, l'autre, elle était loin de 15 mètres. Tu vois? Pour que vous saviez que celle-là, il faut le jouer comme un basel. Oui, c'est voyez alors, ce qui m'a aidé un petit peu, si vous me voyez en train avec le crayon un peu plus bas, il y a un petit morceau qui est à droite, qui est resté. Oui. D'accord. C'est grâce à ce morceau-là que j'ai pris le deuxième morceau, je l'ai accroché. D'accord. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Oui. Et c'était bien accroché. C'est comme un papier de jeu, et vous le déchirez et vous
vous l'accrochez après. Oui, oui. Et puis d'un coup. Et puis à la fin, j'ai réussi à lire Isaac, c'est pas Youssef Zaitouni, c'est Isaac Zaytoun, Zayt. Alors, quand je vois Isaac Zayt, ça veut dire pour moi, c'est Isaac Zaytouni. Tu vois, comme vous disiez, Naji Z, Zayd, je peux comprendre que c'est Naji Zaidan. Vous voyez? Alors, comme j'ai vu qu'il était décédé en 1947, je suis parti à l'état civil de Sidon et j'ai vu sa femme qui s'appelle Jamil Politi. J'ai vu qui est Isaac Zaytouni, qui est marié avec Jamil Politi. Ouais. Alors j'ai trouvé qu'il s'appelle Isaac, fils de Youssef, et j'ai compris qui étaient ses frères, ses sœurs et ses descendants qui sont en Israël maintenant. Ses descendants, ils sont en Israël. Et tout cela, c'était comme si chaque tombe, elle a un secret tellement différent que l'autre. Vous voyez? Et Paul Fenton confirme que les tombes datent de 1947 et donc la femme de 1952. Voilà, 1952. Et puis, je suis parti à l'état civil. J'ai trouvé que c'est marqué qu'il est décédé en 47 et vraiment, c'est sa femme, elle est Jamil Politi. Et comme sa femme, elle est enterrée à côté de lui, et comme c'est l'habitude que la femme elle soit habituée, qu'elle soit enterrée à côté de lui, d'accord? Alors, j'ai jugé qu'il est Isaac, fils de... C'est pas marqué le nom de père, d'accord? Mais j'ai jugé que c'est Isaac, fils de Youssef Zaytouni, parce qu'avec l'état civil, il s'appelle Isaac Youssef Zaytouni, qui est marié avec Jamil Politi, qui est décédé en 47. Il n'y a que seul Isaac Zaytouni qui était décédé en 47. Alors, j'ai bien compris qui était sa sœur, elle était enterrée un peu plus loin de lui. Bon, c'est un travail que ça a pris beaucoup de temps avec moi. Vous voyez, c'est pas facile. Quand vous voyez, les morceaux de couleurs différentes, chaque morceau, je le vois, qui est loin de notre côté de 15 mètres. Vous voyez, c'était pas facile. C'est vrai que je travaillais comme un basel, mais c'était difficile. C'est pas avec 5 minutes que j'ai. Là, ça a pris avec moi une semaine avec moi, tout cela. Ouais. C'est incroyable ce que vous avez fait. Alors, vous restez, je vous prie, vous voyez ma photo. Derrière lui, il y a une autre tombe aussi, elle était cassée. Vous voyez? Ouais. Aussi, j'ai découvert qui était le défunt. Bon. Incroyable. Moi, il me reste encore, parmi les 317, il me reste encore 52 tombes que je dois continuer à faire de recherche. On n'a pas terminé encore. Alors, Charles Rodri dit celle de droit. Il faut avoir la patience, hein, tu vois. Ishaq Rodri qui a été assassiné. Qui? Ishaq Rodri qui a été assassiné, il dit. Alors, on va en parler encore un peu plus tard, Charles. D'accord. Au Liban, il était assassiné. On va revenir à ça. Oui. Bon, on passe au prochain. Ouais. We'll get a chance a bit later. Yeah. Oh, c'était son grand-père à Charles Rodri. Donc, c'est son grand-père qui a été assassiné, n'est-ce pas? On parle de ça après. Oui, on parle de ça après. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Oui, bien sûr. Bon, alors là, on voit le American University of Beirut et vous avez découvert qu'il y avait une liste d'étudiants juifs, n'est-ce pas? Ah oui, c'était pas facile. Quand vous avez toutes les listes qui sont composées de 40 000 étudiants qui sont chrétiens, musulmans, druzes, tout cela avec des noms de... Si vous n'êtes pas spécialiste, que vous connaissez les familles juives, il faut être doué dans les familles. Ce n'est pas avec n'importe qui. Ça ne suffit pas qu'avec Menahim ou Hayim ou tout ça. Non, il y a des noms qui vous attirent pas. Par exemple, vous ne pouvez pas imaginer que de la famille Zaytouni, elle est juive. D'accord. Il y a la famille Zaytouni, mais quand vous voyez Hayim Zaytouni, vous pouvez considérer que c'était un juif. Parce qu'il n'y a pas les chrétiens, ils ne s'appellent pas. Parce qu'il y avait plein de chrétiens qui s'appellent la famille Zaytouni. Ouais. Et j'ai trouvé beaucoup de difficultés et j'ai réussi à tirer de l'université américaine et de l'université Saint-Joseph. Oui, donc il y a 2 universités à Beyrouth. 2 universités.
Oui, Leur lieu de naissance, ils étaient à Tel Aviv. oui. Ils étaient, j'ai mis à Herzliya. À Herzliya, j'ai découvert 3 personnes qui sont j'ai découvert des gens à Jaffa. J'ai découvert des gens à Jérusalem, à Petah Tikva, Mhm. Petah Tikva, à Rishon LeZion, à Safed, à Tibériade et Zichron, Jacob. D'accord? Et puis, bon, il y avait plein, et Jaffa, et puis Oui, donc tout ça, c'était des étudiants qui sont venus de Palestine avant ils l'État. étaient avant Israël, avant qu'elle soit Israël, elle était Palestine, d'accord? Ils étaient nés là-bas, ils venaient à Beyrouth, ils font les études, et puis ils retournent. Et puis il y a des gens qui sont mariés avec des juifs libanais. Oui, et qui sont restés au Liban. Non, ils sont restés en Israël. Il a amené avec lui. En 1948, avant la guerre, d'Israël avec les Arabes, l'État libanais, il a demandé à tous les Juifs non arabes, c'est-à-dire qui sont palestiniens, Oui, qui prennent les affaires et puis qui quittent le pays. Ils ont ouais. quitté et puis à partir de cette date, 49, on n'a plus voir des Juifs palestiniens et ça me fait mal au cœur. Ça, c'est pour un jour, si on va avoir la paix, d'accord? C'est un bon souvenir parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de Juifs en Israël qui sont encore vivants, qui disent, voilà, c'est vrai, c'est moi, son nom, il est inscrit dans ma liste. Oui, et moi j'ai fait des études à Beyrouth, voilà. Ils disent, Voilà. ouais. Alors il y a Albert Hades qui dit, mon père était professeur de pharmacie à la faculté de médecine à Beyrouth. Où? Est-ce que c'était à l'université américaine ou à Saint-Joseph? On va lui demander après. Voilà. Albert Hadas. Est-ce qu'il est le fils de Jacques Hadas? Est-ce qu'il est le fils de docteur Jacques? On va lui demander On après. va lui demander parce que je Je sais connais la qu'il est famille marié à Hadas. ma cousine. Ah oui, oui. Il dit Saint-Joseph. Saint-Joseph, oui. Ouais, il Oui, était à voilà. Saint-Joseph. Ah, oui, oui, il dit oui. Ah oui, alors Jacques. son nom, il est mentionné dans mon livre. Oui, fils de Jacques, voilà. Bon, Albert alors, Hadas, Albert Hadas, il est né en 1900. Bon, on ne va pas dire sa date de naissance. non, non, non. Vous connaissez tout ce qu'il y a sur chaque juif du Liban. Je n'ai toutes l'état civil, je le connais par cœur. Ouais. Et Alain Farouk, 25 ans de travail, c'est son pas père pour rien. a aussi eu son diplôme de médecin. C'était son père, il était docteur Jacques Hadas. Oui, voilà, docteur. Et Alain Et Farfri dit que son grand-père aussi a eu son diplôme de médecin voilà, il est en mentionné ici chez 1895. moi. Voilà, mais tu savais ça. Vous Voilà. saviez ça. Bon, il est toujours vivant, c'est incroyable. 95 ans maintenant. Bon, qu'est-ce que vous pouvez en dire des Ashkénazes qui sont venus vivre au Liban? La première famille ashkénaze, il faut savoir, il y a deux gens pour moi étant comme historien, d'accord? Il y a deux gens différents des Juifs au Liban. Il y a celle de Sidon, la plus ancienne, celle qu'elle a habité à Beyrouth. Ça, c'est la plus neuve. Malgré qu'à Beyrouth, ils sont devenus plus nombreux que Sidon, mais Sidon, elle est plus ancienne que Sidon. Celle qui est à Sidon, elle est plus ancienne. On peut trouver des preuves officielles qui dit, par exemple, pendant l'empereur romain qui a ordonné que les Juifs de Sidon ils payent leurs taxes en 47 avant Jésus-Christ à Jérusalem. Cela prouve qu'il y avait des Juifs à Sidon. Quand Jésus il a passé vers Sidon, dans le catéchisme où on lit ça, pour moi, il y avait des Juifs à Sidon. D'accord. Alors, les Juifs de Sidon ils sont plus vieux que celle de Beyrouth. Celle de Beyrouth, on va le considérer comme deux parties. Une partie Ashkenaz, séfarade, le trois quarts séfarade, et le quart c'est Ashkenaz. Les Ashkenaz, la première famille Ashkenaz qu'elle est installée à Beyrouth, c'était la famille Mann. D'accord, c'était la famille Mann. Elle est venue de la Lituanie en 1832. Et puis, il y avait des autres familles qui sont venues
qui sont installés. Et puis, jusqu'à 1932, ils sont devenus plus que 100 familles juives ashkénazes. Il y avait des juifs ashkénazes qui sont venus de Safed, d'accord, les Rosenthal qui sont venus de Safed. Mais avant le Safed, ils sont venus de la Russie, d'accord. Et puis, tout cela, ils ont formé à la fin, en 1932, ils sont devenus des Libanais, des Juifs libanais. Ils ont eu la nationalité libanaise. Et puis, ils ont continué, d'accord. Ça, c'était les familles ashkénazes. Bon, je dois dire une chose, que grâce à mon ami qui s'appelle Alexandre Beder, qui était un linguiste, qui est spécialiste des familles juives ashkénazes, qui m'a corrigé tous les noms ashkénazes, parce que vous savez, moi, je les avais en arabe, les noms en arabe. Pour que je le mette en français, c'était difficile. Par exemple, il y a le Greenberg et le Greenberg. Le Greenberg, c'est vrai, c'était deux familles libanaises ashkénazes, mais ils n'ont aucun lien parental entre eux. Mais il y avait le Greenberg qui sont nés en Allemagne. Il faut l'écrire GRU, deux points sur le U. Ça, c'est le Greenberg. Tandis que le Greenberg, une autre famille qui était Greenberg, qui est née en Pologne et en Russie, il faut le marquer GREE. Et puis, en arabe, on le marque une seule orthographe, Greenberg. Et vous lisez Greenberg, soit un Greenberg, soit un Greenberg. Mais non, lui, il m'a aidé, Alexandre Beder, à faire la différence entre les familles ashkénazes et me donner le véritable nom. Il m'a corrigé, grâce à lui, qui m'a corrigé les noms et les prénoms ashkénazes. Oui, incroyable. Alors, prochain. On va passer à la synagogue de Beyrouth, Magen Abraham. Et est-ce que c'est vrai qu'elle a été financée par Moïse Sassoon de Calcutta? Moïse Sassoon, il est le fils d'Abraham, fils d'Eliyahu Sassoon. Abraham, fils d'Eliyahu Sassoon, il est enterré à Beyrouth. Oui. Mais il est né à Alep. Oui. Mais pendant un certain temps, il est parti à Alexandrie. Moïse, il est né à Alexandrie. Ça ne veut pas dire qu'il est égyptien, il est d'origine alépienne. Mais il a vécu à Calcutta, ça ne veut pas dire qu'il est devenu un Indien. Pour moi, il est toujours, ses origines, c'est plus fort pour moi. Il est d'origine alépienne. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Oui, 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 tout à fait. Sa naissance, elle est à Alep et mon cher ami Alain Farhi connaît tout cela. Oui. Il est né à Alexandrie, c'est vrai, mais son père, il est né à Alep et puis il est parti pour un petit moment à Alexandrie. Oui. Moïse, il est né à Alexandrie, c'est vrai, et puis il est parti à Calcutta. Il est devenu un juif indien, mais pour moi, il reste, ses origines, c'est plus fort, c'est alépien. Oui. Sa famille, elle est alépienne. Vous avez pu renseigner les descendants de la famille de Moïse Sassoon sur leur histoire. On est à la fin devenu un grand ami avec Tim Judas. Oui. Tim Judas, c'est grâce à lui qui nous a aidés de faire tout cela. Oui, Tim Judas, c'est un journaliste dont la famille est bagdadienne, je crois, des Indes. Ou alépienne, maintenant. Maintenant, il faut non, dire. Ça, non, le côté maternel, c'est alépienne. C'est alépienne, oui. Oui. Donc, oui, il a découvert, c'est Alain Farhi qui vous a mis ensemble, n'est-ce pas? Et il a découvert… Toujours le bienfaiteur pour moi, c'est Alain Farhi. Oui, 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 voilà. Donc, la plaque qui est de chaque côté de l'entrée de la synagogue disait… Moïse, Abraham Sassoon. Abraham Sassoon, il est enterré en 1997 à Beyrouth. Mais ces plaques-là n'existent plus, n'est-ce pas? Elles ont été peut-être… ils étaient volées. Volées. Ils étaient volées en 1984. Ouais. Donc, next one.
On peut parler de la synagogue elle-même. Donc, la synagogue a subi une grande rénovation, n'est-ce pas? Ouais. En 2010, elle a elle était rénovée et Oui. malheureusement, elle était touchée par l'explosion de 4 août 2020. Yes. D'accord. Alors, Voilà pendant qu'elle était, avant c'était avant rénovation. 2009, celle-là, la photo. Et voilà, après rénovation, elle est toute neuve et Celle-là, c'est en 2010. oui, et grâce à la famille Picciotto, merci Leslie. Ouais, c'est grâce à la famille Edgar Picciotto, fils de Daniel Picciotto. C'est lui, grâce à lui, qui a payé le 3/4 de la rénovation. C'est vrai, moi, je ne le connais pas, mais l'histoire, elle me dit comme ça. Mes recherches, elles me disent comme ça. Next. Et voilà, après rénovation, quelle belle couleur, n'est-ce pas? Voilà. Bleu ciel C'était en 2010. en 2010. Next. Et voilà 2010, l'extérieur. l'extérieur. Next. Et voilà, après, Ça, c'est le 4 août. l'explosion du mois d'août de Du cette port. année, n'est-ce pas? Ouais, du port. Et est-ce que vous estimez que les dégâts sont graves ou on voit le plâtre qui est tombé du plafond là? Qu'il soit grave ou qu'il soit non, le 10 octobre, ils ont commencé à rénover, d'accord? Ils vont tout faire, ils vont tout rendre chaque chose à sa place. Mhm. Next. Mais c'était grave, oui, c'était grave ce qui s'est passé. Oui, oui. Non. Donc, on a terminé les images et on a maintenant l'occasion, on pourrait voir les questions qui ont été posées dans le chat. Peut-être on ira d'abord à Charles Rodri pour demander ce qui s'est passé à son grand-père. Oui. Charles, do you? Yeah. Okay, et puis, Okay, Charles, George, open your video and you should be able to unmute yourself now. Hello, everybody hears me? Put your video on as well so we can see you. Yeah, okay. 1 second. oh. All right. Okay. Hi, Charles. Hello. No, because Alors, on va parler en français. Je croyais avoir vu. En français, c'est bon. Je croyais avoir vu la tombe de mon grand-père, mais en fait, elle ressemble fortement que la tombe de mon grand-père à Sidon aussi, la stèle a été cassée. Et je crois Comment il s'appelle? Ishaq Khudri. Oui, Ishaq Khudri. Oui, je vois où se trouve. Je vois où se trouve. Elle est cassée, la même chose. Elle est cassée comme celle de Isaac. C'est pas lui qui s'était tué? Oui, on l'a tué. Oui, il a tué à Jézine en août 1947. Il a été assassiné. Voilà, c'est ça. Je connais son histoire. Non, sa plaque, elle est bien encore. Elle est bien, oui. Mais je croyais que c'était celle-ci. Parce que je l'ai, moi, la plaque. Voilà. Il a été assassiné dans la montagne libanaise en août 1947. Voilà, je connais son histoire. J'ai marqué son histoire dans mon livre. Ah, très, très bien. OK. Et nous, à Londres, comment peut-on recevoir ton livre, Naji? Bon, il faut m'écrire par email et puis je vous donne tous les détails. D'accord, OK. J'ai ton email. Je t'envoie tout ça. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Bravo avec tout ce que tu fais. Hein. Grand bravo, Naji. Bon, je te remercie infiniment. OK. Est-ce que vous pouvez décrire les circonstances de son assassinat très, très brièvement parce que Oui, non, c'était une question d'argent. C'était une question d'argent, commerce, tu vois. Entre emprunter, il m'a emprunté, non, tu m'as pas emprunté, il s'est tué, d'accord. Bon, c'était une question. Et aussi, dans la montagne libanaise, dans le temps, c'était plus facile de tuer un juif que de tuer quelqu'un qui peut avoir des vengeances et des villages entiers qui pouvaient s'incendier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
En Oui. plus, malheureusement, c'était un chrétien. Vous voyez, c'était un Oui, chrétien. oui, oui, oui. C'est un chrétien et on l'a retrouvé après. Il a été condamné et il est était mort en condamné, prison. il a passé toute sa vie en En prison. prison. Et il est mort en prison. Il est mort en prison. Oui. OK. Très, très bien. Merci, Naji. Hein. Merci. Bon, de rien, chef. Question de Paul Fenton. Okay, Monsieur I'll let that fall. Yeah. Monsieur Zedan peut-il dire quelque chose sur les Juifs de Der el-Kamar, une des plus anciennes communautés? C'est pas la plus ancienne, elle est née, elle est venue en 1710. Les Juifs de Der el-Kamar, c'était 3 familles, qui étaient Lévi, d'accord, et puis une autre famille, Cohen, qui sont venus de Ziton, de Tunis. Ils sont installés à Der el-Kamar en 1710. En 1750, ils ont fait leur synagogue à Der el-Kamar. En 1900, ils l'ont vendue, comme je vous ai déclaré. Et vous avez dit qu'ils étaient en plein milieu de la guerre, n'est-ce pas? Donc, ils se sont... Oui, ils étaient entre les deux fanatiques qui se disputent toujours, les chrétiens maronites et les druzes. Ouais. Et est-ce que Paul Fenton veut ajouter quelque chose? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. On ne vous voit pas. Donc, j'étais personnellement à Der el-Kamar en 1974. 1974, il y avait encore des anciens à Der el-Kamar, évidemment des chrétiens, qui m'ont indiqué encore l'emplacement de la synagogue. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, elle est devenue maintenant le centre culturel français. C'est pas difficile. Donc, le bâtiment existe toujours. Il existe toujours, il est devenu le centre culturel français. Il est devenu, la synagogue, elle est devenue pour le centre culturel français. Okay. Elle était réparée, elle était bien mise à Est-ce sa qu'il place. y a quelque chose à l'intérieur? Non. Il y a Non. quelque chose qui indique que c'était une synagogue. Oui, on peut savoir que c'était une synagogue, mais on ne peut pas prier, on ne peut plus prier. Ils l'ont rénovée, d'accord, mais elle est devenue, c'est le centre culturel français avec l'homme de la montagne qui s'appelle Walid Jumblat. C'est grâce à lui aussi qu'il a donné la Et y permission. a-t-il un cimetière juif? Il y a un cimetière, À Der ça c'est el-Kamar. mon secret. Il y a un cimetière juif à Der el-Kamar. Je sais où se trouve, mais je laisse le temps que je l'ai découvert. Et vous voulez pas... Le dernier qui était enterré à Der el-Kamar, c'était en 1860. Bernard Alali. Mais il y a Oui? Oh, wait, you cut off Paul Fenton. On n'entend pas. J'écoute. Allô, allô? Ouais. Oh, allô. Ouais. Vous m'avez demandé la parole? Oui. Alors, oui, je suis désolée qu'on a coupé la parole à Paul Fenton. Peut-être il peut revenir après. Mais merci, Bernard Alali. Vous êtes chercheur de Tunisie, n'est-ce pas? C'est ça, je suis le président d'une association culturelle qui s'intéresse à la sauvegarde du patrimoine culturel de ma communauté. Et ça Oui. fait 40 ans que je travaille sur ce sujet. Ouais. Donc, vous faites un peu le même travail que Naji Zedan, c'est ça? Disons que depuis 5-6 ans, j'ai commencé à photographier l'intégralité des pierres tombales de tous les cimetières juifs en Tunisie, ville par ville. Alors évidemment, je me bute actuellement, bon, bien sûr avec ce qui se passe actuellement, mais aussi sur la quantité des pierres tombales de la capitale, de Tunis. J'ai recensé à peu près plus de 20 000 pierres tombales. Ça représente 20 000 photographies, évidemment. Oui, félicitations alors. Voilà. Mais bon, j'espère qu'on puisse avoir une conférence de confinement de votre part. Hein? C'est tout à fait possible. D'autant que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, parce que quand on travaille sur ce genre de thème, par exemple sur le cimetière de la ville de Tunis, j'ai découvert à peu près une trentaine de pierres tombales de la franc-maçonnerie, par exemple. Vous voyez, très intéressant. des pierres tombales
J'espère qu'on va entendre plus de vous alors. Sans problème. Oui. Vous avez la Très possibilité. bien. Alors, il y a cette question des gens qui viennent de Tunis et s'installent au Liban, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on sait de ces gens-là, Naji et peut-être Bernard aussi? Est-ce que Non. Pour le Liban, oui, on a une grande communauté d'origine marocaine. Quand je dis maghrébine, quand je dis maghrébin, la majorité c'est du Maroc, mais il y a des familles qui sont venues de la Tunisie. Il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que je ne vois pas trop l'intérêt qu'ils avaient à aller vers le Liban. Ceux qui ont beaucoup émigré, bien sûr, près de 60 000 personnes sur les 120 000 que nous étions ont immigré en Israël, évidemment. C'était en Il n'y a pas d'écho de juifs tunisiens qui se soient installés au Liban. Ils doivent être peu nombreux. Non, Oui. c'était dans le 18e siècle. Je parle du 18e siècle. Ça, c'est possible. Ouais. Et pourquoi est-ce que, à votre avis, ils ont émigré du Maghreb au Liban? La question, c'est à moi? Oui, oui. D'accord. Il y a deux genres d'immigration. Les Maghrébins, ils sont venus, par exemple, les Juifs de Tétouan, ils ont passé par l'Algérie, par la Tunisie, en Égypte. En Égypte, il a deux choix. Soit qu'ils continuent vers le désert Sinaï pour partir à la Terre Sainte, vous voyez, parce que ça prend plus de temps, soit qu'ils prennent le bateau d'Alexandrie et qu'ils s'arrêtent à Tyr, au Liban. Et de Tyr, là-bas, il a le choix. Soit qu'il continue vers Safed, il y a des gens qui ont préféré de partir à Sidon et ils sont installés à Sidon. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de l'argent. Il y avait des gens qui n'avaient plus d'argent. Ils ont espéré qu'ils vont travailler à Sidon et un jour, ils vont continuer leur chemin vers la Terre Sainte. Et puis, malheureusement, ils sont morts au Liban. Et puis, leurs descendants, ils ont continué la vie au Liban. Ils sont devenus libanais après. Ah, merci, c'est fascinant. Voilà, c'est quelque chose. Alors, oui, voilà, on peut remettre Paul Fenton, on peut activer le son de Paul Fenton et j'espère qu'il est toujours là. Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, désolé qu'on vous a coupé. Non, je voudrais juste souligner le fait que, évidemment, les frontières modernes entre le Liban, Israël et la Syrie, ce sont des inventions du XXe siècle. Qu'avant ces dates-là, avant même 1948, les Juifs de Tzfat, de Tibériade, de Haïfa circulaient librement et qui s'arrêtaient à Haïfa ou à Beyrouth, c'était à peu près la même chose. Pour preuve, vous connaissez sans doute le nom de monsieur Lehman de Beyrouth, dont le père était shohet, c'est-à-dire sacrificateur rituel, qui venait de Tibériade, et c'était des Ashkenaz, comme d'ailleurs le grand rabbin de Beyrouth, le rabbin Lichtman. Puisqu'on a évoqué Saïda, Sidon, le grand rabbin de Sidon s'appelait Borbot. Il était d'origine marocaine. Donc, ces populations circulaient librement. Non, la question que je voulais poser, c'était à propos de nouveau il y avait un monsieur, Freddy Salam, qui est intervenu dans les chats et il disait qu'il était originaire de Deir el-Qamar. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui remonte très loin? Est-ce que vous le connaissez? Freddy Salem, il habite à Londres maintenant. Ah, mais il est originaire de Deir el-Qamar? Sa famille, elle est d'origine de Deir el-Qamar. Mais avant Deir el-Qamar, elle est retournée à Alep. Elle était de la famille Shalom. Ah, d'accord. Okay. C'est arabisé, elle est devenue Salem. Et avant, elle était Shalom. Très intéressant. Voilà. C'est moi, je retourne toujours à l'origine. Ouais. Il y a une grande famille qui s'appelle Salem. Oui, elle est de Deir el-Qamar. Mais avant Deir el-Qamar, elle est venue. Celle-là, elle n'est pas venue, par exemple, de Maghreb ou de Maroc. Non, elle est venue d'Alep. Elle est installée à Deir el-Qamar. Ouais.
Alors, je voudrais passer la parole à Alain Farhi, n'est-ce pas, Ça me fait un grand plaisir. qui joue un très grand rôle derrière les rideaux. Can we unmute him? Already unmuted him. OK. Alain, Bonjour Lynn. Bonjour Lynn. bonjour Alain. Bonjour C'est un Naji grand et bonjour tout le plaisir. monde. Bonjour Alain, en français, on reste en français, d'accord? Oui, oui, bien sûr. Salut chef. Salut. Tu as des questions à me poser, Lynn, ou tu veux que je brode? Broder. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir le site Les Fleurs de l'Orient, en toutes lettres.com ou alors fari.org, c'est la même chose. J'avais la généalogie des Anzarut, famille très libanaise qui probablement très syrienne qui venait d'un petit bled qui s'appelait Ain Zarout, c'est-à-dire la source Zarout. Et ces gens-là, il y a une partie qui a émigré à Manchester et qui sont devenus very British, très, très britanniques avec ZUT. Et ils ont dénigré toute appartenance à l'épine et ils sont devenus britanniques. Il y avait un d'entre eux qui s'appelait Ferdinand, qui avait écrit un document à l'intention de sa petite fille en lui disant « Voilà l'histoire de ma famille et des Juifs du Liban ». Et ce document, il a été écrit et publié en 1997 à Montréal. Et je l'ai publié sur le site, comme je fais souvent. Si quelqu'un me soumet des documents, je les publie sous leur nom. Et un jour, un Marocain m'envoie une lettre, il me dit « Ce document est plein d'erreurs ». Je lui dis « Ah bon ?» Et alors, il se présente. Naji habitait le Maroc à l'époque, à Rabat. Mais je ne suis pas marocain, hein? Oui, oui, je sais, mais je ne le savais pas quand tu as écrit. Et il m'a dit, moi, je suis libanais, voilà, est-ce que je peux le corriger? Je lui ai dit, non, tu ne peux pas le corriger, mais je peux ajouter tes corrections à la fin du document. Et depuis cette date de 2007, on n'a pas arrêté de correspondre et bâtir la généalogie de toutes les familles libanaises, quel que soit leur nom. Ma famille est de Damas, mais mon grand-père a fait une escale à Beyrouth pour son diplôme de médecine, mais il s'est retrouvé en Angleterre où il a attrapé la tuberculose et on l'a renvoyé à Helwan en Égypte où il est resté. Donc, toutes ces familles sont liées parce qu'elles viennent toutes plus ou moins du même endroit, Alep, Damas. Il ne faut pas oublier que sous l'Empire ottoman, était divisé en wilayat. Il y avait la wilayat de Damas qui comprenait Damas, ce qui est aujourd'hui Beyrouth, et qui descendait jusqu'au golfe d'Aqaba. Et puis la wilayat d'Alep qui était tout à fait au nord, indépendante. Donc, lorsque les Français sont venus, on se sont divisés le Moyen-Orient, ils ont créé le Liban, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais c'était la fusion de deux wilayats qui ont été mises ensemble. Et pour une certaine raison, les gens de Damas étaient beaucoup plus proches géographiquement et culturellement de ceux du Liban. Mais après 1948, les Alépins sont descendus et il y en avait beaucoup à Beyrouth. Et c'est comme ça que Naji a retrouvé leurs traces et puis leur généalogie. La plupart des noms qu'il mentionne, ils sont sur le site fari.org. Vous pouvez aller les voir. Ils sont pratiquement tous là. On a travaillé pendant plus de 20 ans à construire ces arbres, surtout parce qu'il y avait deux personnes, Naji les a mentionnés, Isaac Salmassi et puis Cécile Dana, qui avaient fait, Cécile Dana avait fait des arbres généalogiques comme on les connaît. Mais pour sa Isaac famille. Salmassi, lui, était la mémoire vivante
il a à peu près 89 ans ou 90 ans, il habite à Holon. C'est la mémoire vivante de toute la communauté et la diaspora libanaise. Peut-être certains d'entre vous l'ont connu, il travaillait dans des banques à droite et à gauche, donc c'est vraiment une source d'information, et pas uniquement la généalogie, mais aussi la culture. Donc, je suis très content que Naji a finalement publié son livre et de voir participer et expliquer tout ce qu'il a fait ensemble avec toute cette communauté de la diaspora libanaise qui l'ont finalement tous adopté. Oui, alors... Alain, je n'oublierai jamais le point de mon départ de réussite, c'était grâce à vous. Hein. Bah, c'est la moindre des choses. Bon. Alors, je crois que nous tous, on est très reconnaissants à vous, à vous Naji, à vous Alain et à tous ceux qui contribuent à la préservation de l'histoire de ces communautés qui ont vraiment disparu maintenant. Et nous avons des questions sur certains individus qui recherchent plus de renseignements. Alors, je vous recommande de me contacter à info@harif.org et je vous mettrai en contact avec Naji. Il vaut mieux faire comme ça. Ouais, oui, et puis l'autre question qui revient, c'est comment est-ce qu'on obtient le livre Juif du Liban? Ça dépend où il habite. Ça dépend, non, c'est vraiment une réponse, ça dépend où il habite. Oui. Alors, pour l'Angleterre, par exemple? Pour l'Angleterre, aujourd'hui, j'ai envoyé le premier colis en Angleterre. Oui, c'est facile, d'accord. Je peux faire un colis de 8 livres comme un livre. Ça coûte la même chose, d'accord? Oui. Et ça coûte... Et pour le Canada? Ah oui, ça c'est plus cher. Le Canada, la même chose. Un seul bouquin, c'est comme le 8, mais ça coûte environ dans les 60 €. Pour la Bretagne, ça coûte 16,5 €. Oui, oui, oui. Alors, je crois que la meilleure chose, c'est que les gens qui veulent obtenir un exemplaire du livre... Ils sont 8, ensemble 8, ça revient. Bon, alors écrivez-moi à Harif et puis je vous mets en contact avec Naji. On fait comme ça? Moi, je réponds avec plaisir. Bon, très bien. Alors, info@harif.org. Non. Alors, je crois qu'on va terminer sur cette note. Une petite question. Il y a Oui. quelqu'un qui a posé une question en disant où est-ce qu'on peut consulter la liste des cimetières? Oui. Alors, cette liste des cimetières, elle a été transformée par Feu Mathilde Taguer en un document qui est publié sur le site de Jeff Malka, sephardicgen.org. Et elle existe en version française et en version anglaise. Bon, sephardicgen.org. ORG. OK. C'était en 2009 où on a travaillé ensemble, ça, Alain. Pardon? C'était en 2009, en 2010 où on a travaillé ensemble. Là-dessus, oui. Bien avant, puisque en 2012, j'ai fait une présentation sur notre collaboration à Paris à l'association de généalogie et ça a été publié en 2012 ou 2013 dans À voter nous. Si vous voulez, cet article existe sur mon site aussi, vous pouvez le télécharger. Bon, alors on va terminer cette séance. Il me reste seulement qu'à remercier Alain, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et un grand merci à Naji pour un travail énorme que vous avez fait et merci pour votre livre qui est déjà si apprécié par ceux qui l'ont reçu et ceux qui l'ont lu. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous tous pour nous avoir rejoints. C'était vraiment fascinant.
Et donc, la semaine prochaine, nous allons passer au Maroc, où il y a Vanessa Elbaz qui va parler de la musique juive au Maroc. Donc, j'espère vous revoir tous et à la prochaine. Merci beaucoup.